Merano est une ville de 39 000 habitants dans la vallée de l'Adige et la province autonome de Bolzano. On y trouve un mélange de climat méridional et alpin, de même que la légèreté du sud mêlée à la rigueur de la culture germanique. Ne pas oublier que Merano faisait partie jusqu'au début du XXe siècle de l'Empire austro-hongrois. Le climat de l'Adriatique et sa douceur, l'air sec et pur, des sources d'eau chaude, tous les ingrédients étaient réunis pour en faire une station balnéaire importante dès le XIXe siècle et attirer artistes et personnalités. Depuis le début du premier millénaire jusqu'en 1363, la ville se développa rapidement. Dès cette date, elle fut éclipsée par Innsbruck, où fut transférée la cour de la famille d'Autriche. Après la Première Guerre mondiale, lorsque la ville devint italienne, sous Mussolini, l'italianisation de la région fut bien moins réussie qu'à Bolzano. Les thermes de Merano ont été réalisés la première fois par Muscolini, Benito. Puis on les a refait dans les années 70. On avait des personnages, Benetton, Maradona, la belle jamaïcaine, comment ça s'appelle, le modèle. Non, Cicciolina, ma... Je n'en fais plus, non. On a eu une petite histoire, mais trop courte. Bon, ils viennent ici, et donc, dans le Grand Hôtel, et parce que Merano est encore connu, bien sûr. Bon, les thermes, refaites complètement dans ce beau style en 2005, on a 25 piscines. Là-dedans, des grandes, petites, eau froide, eau tiède, eau chaude, eau douce, salée, poivrée, pimentée, la soupe à l'oignon, on peut choisir. Hein. 25 piscines, une partie à l'intérieur, une partie à l'extérieur. On a un parc de 5 hectares, hein, où on a le parcours Knaip, on a les sources d'eau qui jaillissent, etc. Jusqu'au 19e siècle, il y avait ici les remparts. Hein, on avait des murailles avec une largeur de 4 mètres. C'est incroyable. Parce qu'il y avait un ennemi qui attaquait la ville de temps en temps. Hein, vous savez qu'à l'époque, tous les comtes, les seigneurs s'y faisaient la guerre. Alors qui attaquait la ville de temps en temps? On a parlé de l'histoire. Mais ça n'a rien à voir. C'est la rivière. Hein, imaginez-vous, il y a eu des inondations horribles. Hein. Et donc voilà, ils ont fait des remparts de 4 mètres. C'était plutôt contre les inondations que contre un véritable ennemi. Voilà, au 19e, il n'y avait plus de nécessité d'avoir des remparts. Donc on a rasé au sol et on a réalisé les belles promenades. Hein. Je vous rappelle que l'impératrice qui est arrivée ici la première fois en 1870. Tout ce qu'on voit est né après. Même la première Kurhaus, la maison pour les traitements, c'est marqué 1874. La belle promenade était dédiée à Gisèle, la fille aînée. Bon, il y avait Rudolf d'abord, puis Gisèle, hein, et donc c'était la Guise et la promenade. Voilà. Donc ici est née la première Kurhaus, hein, en style néoclassique. On peut sur le même style que le Ring de Vienne. Vous connaissez le Ring à Vienne, hein, évidemment. Friedrich Aumann, il était un architecte de Vienne, justement. Il a réalisé même des bâtiments là. Et la nouvelle Kurhaus, hein, là-bas, on a les muses qui dansent. Les muses étaient les déesses, les divinités des arts, hein, la poésie, la danse, la musique, etc. Le style, il est changé, bien sûr. Hein, on est début du XXe, donc c'est déjà le Jugendstil. La même chose, mais beaucoup plus grand. Le problème est qu'on commence ce bâtiment en 1912, on le termine en 1914. Hein? Et donc voilà, on ne l'a pas utilisé. Ici, le beau bâtiment en style Benito, toujours, est l'hôtel de ville. Bon, on a été réalisé en 1927, les années 20 en tout cas, non? Mais déjà, il y avait
Le gouvernement, hein, c'était le siège du gouvernement même hein, depuis le Moyen-Âge. Alors imaginez-vous, vous savez qu'à partir de 1420, la capitale avait été déplacée à... Non, c'était où? Innsbruck, voilà. Et donc Meran n'était plus la capitale. Mais le duc d'Autriche, comte de Tyrol, il venait de temps en temps à Merano. Il devait toujours monter jusqu'au château. Donc c'était pas très pratique, non, voilà. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a transformé là où il y avait les anciennes caves, il y avait un Palatium Posterius, un petit palais où il y avait les caves. Il a transformé un petit pied-à-terre, regardez, hein, un joli château, une jolie résidence qui n'a pas été utilisé beaucoup. Bolzano, hein, ils ont créé des arcades 300 mètres de long, de l'est à l'ouest, entourées par des murailles. Ici, il n'y avait pas cette place. Et donc, hein, alors, d'abord, c'était la capitale, donc ils ont voulu faire un peu plus long. Donc on a 400 mètres ici, de haut jusqu'à là, en bas. Mais on n'avait pas assez de place, parce qu'il y avait la rivière, et ici la montagne. Et donc, ils ont suivi le cours de la rivière. Alors, ces arcades s'appellent Berglauben, les arcades à la montagne, et les autres Wasserlauben, les arcades à l'eau. Hein? Donc, si vous passez à travers les passages, vous arrivez directement au Passirio, qui aujourd'hui a été un peu déplacé. On verra là où il passait exactement. Alors, et les arcades, pourquoi des arcades? Alors vous dites, il pleut, il neige, la tourmente. Alors d'abord, les vitrines, elles étaient beaucoup plus petites. Hein? Il n'y avait pas l'argent pour voir les vitres. Déjà, encore aujourd'hui, ça coûte cher, imaginez-vous à l'époque. Donc ils avaient des petits trous, des petites fenêtres. Ils fermaient les volets le soir. Le matin, ils ouvraient. Alors, bien sûr, vous dites, il y a une petite fenêtre, je rentre dans le magasin. Aujourd'hui, on a les lumières, c'est bien éclairé. À l'époque, on éclairait comment? Des bougies, des lampes à huile, etc. On pouvait vraiment voir bien la marchandise à l'intérieur? Bien sûr que non. Alors la marchandise est exposée où? Sur les arcades. Donc les arcades n'étaient pas prévues pour les clients, mais pour la marchandise qui était exposée à l'abri. Hein, et les clients pouvaient passer, toucher, regarder les couleurs, et puis ils pouvaient rentrer et payer, etc. C'était un peu la place principale. Et l'église de Saint-Nicolas. On voit bien, il s'agit d'une église gothique. Il y avait une autre église. C'était l'évêque de Coire, Siegfried von Chur, qui a voulu une nouvelle église en 1302. Et on l'a terminée qu'en 1465. 160 ans de travaux. Pas mal, hein? On voit, il s'agit d'une église gothique, on a des contreforts qui rythment la longueur de l'église, une façade un peu plate pour être gothique et surtout a été restaurée par le même architecte qui a restauré le château, vous vous rappelez? Il s'appelait Joseph von Schmidt. Il a bien fait là-bas, moi je trouve ici vraiment il a très mal fait. Regardez la partie haute. Hein, c'est quoi les parties hautes là? C'est des ruches quoi, je comprends pas. Hein, c'est pas pour des niches, pour des statues. Oh, regardez les créneaux. Ils n'étaient pas d'origine, hein. C'est lui qui l'a ajouté pour faire Moyen-Âge. Ils sont horribles. Pourquoi faire ça? Je trouve pas. Vous verrez qu'à l'intérieur, si on regarde le rosace, hein, il a des couleurs vraiment très kitsch et même trop géométriques. Honnêtement, je trouve qu'il a pas bien fait. Notre Joseph von Schmidt. Bon. Là, on a la porte, hein, une des anciennes portes médiévales, là où il y avait les remparts de la ville.